de 30 ans. Les habitants de Mellery, petit village du Brabant wallon dominé par une décharge de déchets, venaient d'obtenir une décision de la Cour d'appel de Bruxelles mettant un coup d'arrêt au déversement de substances qui empoisonnaient leur existence autant qu'elles polluaient leur jardin. Alors même qu'à l'époque, la Constitution est encore muette sur le rapport entre les droits fondamentaux et la protection de l'environnement, la Cour reconnaît, je cite, le droit personnel des habitants concernés à un environnement de qualité. Cette circonstance, et plus particulièrement l'affirmation du principe d'un droit personnel à un environnement de qualité, me valent de rencontrer François Hoss. Avec la force de conviction et la simplicité qu'on lui connaît, François me propose d'écrire à quatre mains un bref commentaire de cet arrêt. Comment refuser? D'autant que, comment dire, la répartition du travail entre nous sera très équitable. 3 mains et 4 doigts pour François, et le reste, le petit doigt pour moi. Plus sérieusement, sur le fond, là où mon ardeur militante m'incite à applaudir sans restriction à la reconnaissance jurisprudentielle de ce droit personnel à un environnement de qualité, la réflexion de François le conduit à plus de réserve. L'idée d'un droit personnel qui évoque la notion de droit subjectif est-elle bien pertinente quand il s'agit de défendre l'intérêt collectif de la protection de l'environnement? Notre commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles se fera l'écho de ce questionnement. Et notre discussion se prolongera. Avec Jean-Gilles Ardin, germera l'idée de créer un centre d'études enraciné dans une lecture critique du droit de l'environnement. Le cèdre fut ainsi planté. Parmi les thèmes autour desquels le cèdre a grandi et s'est épanoui, la recherche de concepts juridiques adaptés à la complexité du milieu a particulièrement retenu l'attention de François. Dans ses contributions, l'une des préoccupations de François est d'asseoir l'idée, en particulier au travers du concept de patrimoine, que collectivement les êtres humains sont titulaires d'un intérêt légitime, juridiquement protégé, à bénéficier et à permettre aux générations futures de bénéficier d'un milieu qui conserve ses potentiels fondamentaux. Et cette préoccupation, elle rejoint une autre, qui correspond à un souci bien concret, bien connu des défenseurs de l'environnement, celui de justifier de l'intérêt généralement requis pour agir en justice, lorsque l'action qui est menée l'aide pour assurer la défense non pas seulement d'intérêts strictement individuels, mais de l'intérêt collectif de la protection de l'environnement. Cette question récurrente se présente devant toutes les juridictions, notamment devant le Conseil d'État. Elle se pose surtout, mais pas seulement, pour les recours introduits par les associations de protection de l'environnement. Le sort qui y est réservé est varié. Ainsi, si le Conseil d'État admet en principe l'intérêt au recours d'associations se prévalant de l'intérêt collectif de la protection de l'environnement, c'est parfois au prix de conditions dont la rigueur s'accroît en même temps que le nombre de dossiers qui s'empilent dans quelque chose dont Paul Martens nous a parlé ce matin, ce sont les armoires du Conseil d'État. Au milieu ou au détour de l'efflorescence des arrêts du Conseil d'État qui abordent la question de l'intérêt au recours des défenseurs de l'environnement, il en est plusieurs qui, manifestement, depuis une trentaine d'années, occupent une place à part. Ce sont des arrêts
qui suggèrent ou reconnaissent l'existence d'un large, voire d'un très large, intérêt à agir en justice lorsqu'est en cause la défense d'un élément de l'environnement qui présente une valeur particulière. Alors, ces arrêts bousculent quelque peu les idées reçues et les cadres préétablis de l'organisation d'un contentieux dans lequel l'on entend à tout prix éviter ce qui pour certains représente le diable en personne. Je veux parler de l'action populaire. Dans ce contexte, selon les points de vue et les sensibilités, les arrêts que je vais évoquer dérangent, déconcertent ou enchantent, et ce peut-être d'autant plus qu'ils surgissent périodiquement, même si c'est en nombre limité et seulement par intermittence, sous la plume ou le clavier des magistrats de la rue de la Science. Ainsi, divers arrêts énoncent le principe suivant lequel une association dont l'action couvre une large étendue territoriale justifie d'un intérêt suffisant à attaquer un acte de portée géographique bien délimité lorsque l'enjeu qu'elle défend ne se réduit pas à un problème d'intérêt purement local. Un arrêt pionnier en ce sens, que je crois que Martel se connaît bien, date d'août 1989. Le Conseil d'État y déclare recevable le recours introduit par une association nationale de protection des oiseaux contre le permis délivré pour l'aménagement d'un golfe, et ce, en se fondant sur le constat que des espèces d'oiseaux vulnérables et offrant un intérêt national parce qu'elles sont devenues rares, séjournent ou nichent à l'endroit litigieux et pourraient être affectées par le permis attaqué. Et puis d'autres arrêts étofferont et élargiront le propos sans se limiter aux hypothèses où c'est une association qui introduit un recours. Je pense ainsi à deux arrêts datant de 2001 et 2008 dans lesquels étaient en cause des décisions de refuser l'ouverture de la procédure de classement d'un site ou de mettre fin à une procédure de classement. Déclarant que le cercle des personnes intéressées est plus étendu lorsqu'une décision se rapporte à un site ou un immeuble qui offre des qualités particulières, le Conseil d'État considère qu'une personne physique ou morale, habitant ou non à proximité et qui a pris une part active à la protection de ce bien, eh bien cette personne a un intérêt direct à agir en annulation d'une décision qui rend impossible la conservation du bien. Deux autres arrêts très remarqués, datant cela de 2006 et de 2008 encore, sont relatifs à une affaire dans laquelle était attaqué un permis délivré pour divers travaux affectant un site historiquement important. Je réclame ici l'indulgence de quelques Français dans la salle. Il s'agissait du champ de bataille de Waterloo. Dans ces arrêts, le Conseil d'État commence par déclarer qu'aucune règle de droit positif ne limite au seul voisin le recours en annulation à l'encontre d'un permis d'urbanisme et que sont aussi recevables des recours fondés sur des intérêts spéciaux non liés à la proximité géographique par rapport aux biens litigieux. Et de poursuivre en déclarant qu'il y a lieu d'admettre qu'en présence d'un site qui, comme c'est le cas, bénéficie d'une mesure de classement et fait partie du patrimoine exceptionnel, une personne puisse agir en justice pour la préservation de ce patrimoine menacé selon elle, lorsque cette personne démontre, par ses activités ou d'autres circonstances particulières, avoir consacré du temps et de l'intérêt au bien patrimonial concerné. En effet, nous dit le Conseil d'État, c'est plus l'intérêt de ceux qui se dévouent à sa conservation qu'une proximité géographique aléatoire qui peut justifier l'action tendant à assurer
la préservation du bien. Alors, comment donc justifier, d'un point de vue juridique, cette souplesse particulière dans l'appréciation de l'intérêt au cours quand il s'agit de défendre la qualité d'éléments marquants de l'environnement? Dans l'un ou l'autre arrêt dans lequel était en cause l'application de la législation relative à la protection du patrimoine immobilier, le Conseil d'État explique que la notion d'intérêt à agir doit s'apprécier en tenant compte de la sphère des intérêts dont cette législation tente à assurer la promotion, c'est l'intérêt historique, archéologique, artistique, etc., du bien. Et donc, dès lors que la législation en la matière tend à assurer la protection de biens présentant un intérêt particulier, eh bien, le cercle des personnes intéressées est plus étendu quand l'enjeu d'un recours est lié à la protection du bien en question. La notion de patrimoine apparaît ainsi, c'est un patrimoine commun qu'il s'agit, et elle semble contribuer à justifier une plus grande souplesse dans l'appréciation de l'intérêt à agir. Alors elle trouve notamment son application dans le cadre de la législation sur la protection du patrimoine immobilier, mais cette législation n'est pas la seule à recourir au concept de patrimoine pour indiquer l'objectif qu'elle poursuit et circonscrire ainsi la sphère des intérêts qu'elle entend protéger. Depuis quelques années, des textes de portée plus générale affirment expressément la nécessité d'assurer la protection de patrimoine commun. Il en va ainsi de textes qui énoncent les fondamentaux du droit de l'urbanisme ou du droit de l'environnement. Et le Conseil d'État n'a pas manqué d'en tenir compte. Ainsi que dans plusieurs arrêts, il a déclaré que c'est notamment au regard de la disposition qui affirme en principe que le territoire d'une région est le patrimoine commun de ses habitants, eh bien, c'est sur cette base que le Conseil d'État a estimé qu'il y a lieu d'admettre qu'en présence d'un site bénéficiant d'une mesure particulière de protection, une personne puisse agir en justice pour la préservation de ce patrimoine si elle démontre, par ses activités ou d'autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de l'intérêt au bien patrimonial concerné. D'une manière ou d'une autre, là on voit que la notion de patrimoine commun féconde tout particulièrement les arrêts que j'évoque ici. Et dans plusieurs arrêts, le Conseil d'État explique synthétiquement pourquoi il faut apprécier plus largement que d'ordinaire l'intérêt à agir en justice pour assurer la sauvegarde d'un élément de l'environnement reconnu comme devant bénéficier d'une protection spécifique. Le Conseil d'État nous dit qu'à partir du moment où cette reconnaissance intervient, l'élément qui en bénéficie ne peut plus par définition être considéré comme la chose exclusive de qui que ce soit, qu'il s'agisse du propriétaire des lieux, des voisins ou des habitants du quartier, d'une personne morale de droit public quelconque, d'une collectivité déterminée, ni même, nous dit le Conseil d'État, de la génération présente. On retrouve là une idée centrale, sous-jacente à la notion de patrimoine commun, dont François a dégagé les contours en soulignant les potentialités pour la défense de l'environnement. Au partage exclusiviste qu'induit tout particulièrement le régime de la propriété privée, la notion de patrimoine commun substitue un régime qui implique une forme d'appropriation collective des éléments qui composent le patrimoine et qui, à cette fin, prend en compte des intérêts collectifs multiples et diffus en vue de rendre chacun responsable de la conservation du patrimoine et de sa transmission aux générations futures. La jurisprudence que j'évoque ici s'applique uniquement dans des hypothèses où est en cause la défense d'un élément de l'environnement qui présente une valeur particulière. Bien, je crois qu'une parenté évidente existe ainsi entre ces conditions d'application de la jurisprudence qui retient notre attention et la notion même de patrimoine commun. Une notion qui a vocation à s'appliquer qu'à des éléments
qui offrent un intérêt particulier suffisant pour que l'on puisse considérer qu'ils doivent être préservés et transmis aux générations futures. Ils doivent donc être sélectionnés à cette fin. Alors, l'une des questions qui se pose, c'est de savoir qui peut se prévaloir d'une légitimité ou d'un titre suffisant pour déterminer ce qui est à considérer comme à sélectionner pour faire partie du patrimoine commun. C'est une responsabilité qui incombe au premier chef à l'autorité publique, mais pas seulement. Elle ne peut pas être la seule garante de la préservation et de la transmission du patrimoine commun, qui comporte en elle-même cette notion, l'idée d'une responsabilité collective en vue d'assurer la conservation du patrimoine et sa transmission aux générations à venir. Des intérêts à prendre en compte et à reconnaître pour que cette responsabilité soit effectivement en mesure d'être exercée sont par nature des intérêts collectifs, multiples et diffus. Alors, a priori, chacun est responsable de cette conservation et de la transmission des éléments du patrimoine. Et chacun pourrait donc, a priori, il devrait même être considéré comme ayant un intérêt à agir en justice quand c'est nécessaire. La jurisprudence du Conseil d'État que j'évoque ne retient pas cette solution, sans doute, tort ou à raison, pour éviter d'admettre ce qui pourrait être considéré comme une forme d'action populaire. Mais cela n'empêche pas le Conseil d'État d'ouvrir largement le cercle des personnes à qui il reconnaît un intérêt quand il est saisi d'un recours tendant à préserver un élément du patrimoine commun. Et, je l'ai dit, à cette fin, le Conseil d'État vérifie tout particulièrement si les requérants qui le saisissent établissent de manière suffisamment concrète, par leurs activités ou d'autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de l'intérêt aux biens concernés, ou pris une part active à la protection du bien, avant même d'introduire le recours. Par exemple, dans l'affaire du champ de bataille de Waterloo, le Conseil d'État a retenu l'intérêt au recours d'une personne qui avait vécu à proximité pendant longtemps, qui avait exercé une activité professionnelle en rapport avec le site, qui avait participé à des activités liées au champ de bataille, à la rédaction d'un ouvrage sur la butte du lion, et était active et reconnue officiellement comme telle dans le domaine de la préservation et du développement du champ de bataille. C'est une approche très pragmatique et qui, me semble-t-il, s'accorde fort bien avec l'idée que François a mise en exergue, que dans le régime de responsabilité collective qui implique la notion de patrimoine commun, chacun est potentiellement considéré non pas comme un individu robinsonien et un peu autiste, mais comme un usager participatif qui prend part activement aux affaires de la cité en vue de contribuer à assurer la conservation du patrimoine et sa transmission aux générations à venir. J'en arrive à ma conclusion. Les acteurs du droit, et tout particulièrement les acteurs du droit de l'environnement, doivent à François des contributions qui invitent à rechercher avec autant de nuances que de convictions des concepts et des régimes juridiques capables d'inscrire l'être humain dans la complexité des interactions avec son milieu et d'exprimer une éthique de la responsabilité soucieuse de notre avenir commun. En suggérant ou en reconnaissant l'existence d'un large ou d'un très large intérêt à agir en justice quand est en cause la défense d'un élément de l'environnement présentant une valeur particulière, les quelques arrêts du Conseil d'État que j'ai évoqués s'emploient, avec rigueur et pragmatisme, me semble-t-il, à fournir un élément de réponse à l'invitation de François. Loin de soumettre les défenseurs de l'environnement à un parcours d'obstacles en vue de faire entendre leur voix dans le système juridique, ils conduisent à leur reconnaître, là où le sort d'un élément du patrimoine commun est ou semble être en jeu, la responsabilité spécifique qui est la leur à l'égard du patrimoine et de sa transmission aux générations à venir. Alors il est vrai que ces arrêts sont peu nombreux. Je peux vous assurer qu'ils sont bien connus de mes éminents collègues et qu'ils marquent les esprits
dans une mesure inversement proportionnelle à leur nombre. Il est vrai aussi que leur domaine d'application est limité, c'est une question de recevabilité du cours devant le Conseil d'État, et que ces arrêts règlent cette question dans un sens qui, sans rompre avec les canons de la jurisprudence en la matière, est tout de même un peu inhabituel. Ce ne sont donc dans l'arborescence de la jurisprudence que quelques rameaux. Mais ces rameaux discrets et peu nombreux ne gagnent-ils pas à fructifier, un peu à l'image du rameau évoqué dans un texte très ancien, un rameau cueilli à la cime du cèdre, planté sur la montagne, appelé à son tour à produire des branches, à porter du fruit et à devenir, lui aussi, un cèdre magnifique. Je vous remercie.